Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus chez Caraïbes ce soir. Donc on est très heureux d'accueillir Ninon Granger et Charles Robinson autour d'un thème dont on ne va pas dire qu'il est d'actualité, de toute façon on va conjurer un peu l'éventuel mauvais sort, donc la guerre civile. Charles, c'est la deuxième fois que tu viens en fait chez Caraïbes d'Escalité. La première fois en fait c'était pas pour parler de ton travail, mais pour soutenir en fait un ami éditeur au moment du lancement du recueil de poésie d'Hakim Bey en fait aux éditions R, et qui nous avait régalé d'une lecture assez impressionnante. C'était particulièrement compliqué à lire en fait la poésie d'Hakim Bey. Et en tout cas, bon, moi c'est à cette occasion que j'avais découvert donc du coup ce qui à l'époque était ton dernier livre en date, qui était Dans les cités, qui est un petit peu qui est un livre à part entière, qui est aussi le préambule de la fabrication de la guerre civile. Donc juste voilà, pour en dire un mot, pour moi il faut remonter quand même à 2008 et à Génie du proxénétisme, parce qu'il y a un fil conducteur que j'adore en fait dans ces trois ouvrages, donc Génie du proxénétisme en 2008, Dans les cités en 2011 et Fabrication de la guerre civile en 2016, donc tous les 5 ans, un peu comme un métronome, qui est en fait le propos de Génie du proxénétisme, qui est de prendre en fait des mécaniques de business, d'entrepreneuriat, du livre de recettes du capitalisme pour faire des affaires qui marchent, et de l'appliquer en fait à des business qui sont théoriquement non éthiques, voire illégaux. Alors dans le cas de la prostitution, c'était illégal dans certains pays, pas dans d'autres. Il y avait ce parti pris de vraiment traiter ça comme un vrai business, avec un projet d'entreprise, l'intéressement des collaborateurs et des collaboratrices, quelque chose. Donc un maniement en fait de toute la lingua franca consacrée par le domaine, appliqué à un secteur réputé improbable. Et on retrouve ça sous forme de traces, évidemment, dans les cités et dans Fabrication de la guerre civile, on en dira un mot tout à l'heure. Ninon, toi c'est la première fois donc, que tu viens chez Caraïbes en tant qu'invité, tu connais la librairie. Donc Ninon Granger, toi tu es, maître de conférence donc, à Paris 8, en philosophie, et en philosophie politique, mais enfin un petit peu quand même. Donc tu as passé ta thèse en 2003, dont le thème était la guerre civile. Tu en as vu une partie éditée, donc tu nous diras peut-être tout à l'heure en fait à quelle partie exactement ça correspond, mais c'est donc ce livre-ci, de la guerre civile, qui est un des panoramas et d'une analyse les plus impressionnantes que j'ai eu l'occasion de lire sur finalement la guerre civile à travers les âges de la philosophie politique, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, en fait, comment on la pense, comment on essaye de la penser, qui s'y attache, comment tout ça s'articule, enfin, c'est vraiment passionnant. Et puis tu as donc l'année dernière sorti un ouvrage qui cette fois se concentre alors, sur une notion dont tu nous parleras tout à l'heure, qui est la stasis, et qui a un lien très particulier avec les guerres civiles, et sur, pour simplifier, disons l'Antiquité grecque et romaine, donc vraiment les racines de cette notion. Et on a trouvé intéressant et amusant, enfin j'espère que ça va être votre cas aussi, de se dire, Charles qui n'est pas un philosophe de la guerre civile, mais qui a eu le malheur de mettre guerre civile dans le titre de son dernier roman, Ninon aussi, donc à 6 mois d'écart, à peine 4 mois d'écart, puisque Oublier la guerre civile, point d'interrogation, est sorti en septembre, si je ne me trompe, Oui. 2015. Et Fabrication de la guerre civile en janvier 2016. Et donc, voilà, donc j'avais envie de vous entendre discuter en fait de ce concept, de cette notion, sans oublier bien entendu de parler de vos écrits. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, j'aurais bien proposé qu'on écoute un premier extrait de Fabrication de la guerre civile. Bonjour à tous. Alors, je vais vous lire. Donc, Fabrication de la guerre civile, peut-être juste pour repréciser, c'est un livre qui, sur une durée d'1 an, se consacre à une cité HLM en cours de démolition, la cité des Pigeonniers. On en parlait tout à l'heure, il y a à peu près 130 personnages, et donc voilà, il y a cette durée de temps d'1 an, il y a environ 130 personnages, donc c'est compliqué dans les lectures, je suis obligé
ça oblige à faire un zoom alors que il n'y a pas vraiment de texte qui permette de donner une espèce de vue d'ensemble du projet du roman. Donc là, les deux extraits que je vais vous proposer sont vraiment des zooms sur des angles très précis. Alors, je tiens à dire quand même une remarque préliminaire. Comme je l'ai mentionné, en effet, Fabrication de la guerre civile poursuit dans les cités. Mais ce n'est pas un tome 2, au sens où on peut parfaitement le lire indépendamment. Parce qu'il y a des personnages qu'on saisira en fait au moment où ils en sont de leur développement et de leurs aventures personnelles. On saisira la cité à un moment de son histoire. On n'aura que des indices effectivement sur les détails de ce qui s'est passé auparavant, ce qui était dans les cités. Mais c'est pas gênant en fait pour le propos de Fabrication de la guerre civile. Même si, bien entendu, l'idéal est quand même un jour ou l'autre de lire les deux. Ouais, pour rebondir là-dessus, par rapport au fonctionnement des deux livres, c'est d'ailleurs un truc moi c'est pas une série que j'ai regardée, mais on me parle souvent de The Wire, et c'est un peu ces fonctionnements en saison. Donc il y a une unité sur chaque livre qui boucle un certain nombre de choses, et puis il y a des personnages qui sont à cheval sur les deux. Il y a un récit qui est vraiment en arc sur les deux livres. C'est parti. Ça n'existe pas la justice, il y a des mecs qui courent pas assez vite, c'est tout. Il est à peine midi, mais M est réveillé. Bon petit déjeuner, il embrasse sa sœur. Tu veux que je fasse quelque chose? M est déjà sortie bien avant qu'elle ait donné sa réponse. M s'engage tranquillement vers le bâtiment G, aux lèvres, son premier bambou de la journée. Face à lui, un homme au crâne dégarni, les cheveux blancs tirés en arrière, formant une courte queue de cheval. L'homme contemple, admiratif, la magnifique veste longue cintrée en astrakhan noir et la casquette cramoisie Murder King en lettres dorées. M sonne à la porte. C'est une fille qui ouvre. M sourit. Par principe, M sourit aux filles, même quand elles sont pas terribles. Ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Choumi se redresse au fond du canapé, aux lèvres, son premier bob du jour. Il écarte les pieds. Choumi a une patte folle et il a déjà repéré tous les objets contondants à portée de main. Choumi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? M s'affale sur un fauteuil tournant. Le séjour est rectangulaire, donne sur une terrasse, fausse cheminée. M aime beaucoup. Dans les meubles vitrés, la collection de disques vinyles du père de Choumi, classés par période et sous-genre. Ragtime, bebop, West Coast, New Orleans, jazz manouche et afro-cubain. Les fauteuils font face aux enceintes bibliothèques plus caissons de basse. Choumi s'est reculé autant qu'il pouvait. 4 mètres. Il tient une batte de baseball dans les mains. Barre-toi, mec, parce que sinon, hein. La sœur de Choumi s'est repliée dans la cuisine aussitôt après avoir ouvert. Elle a branché et saisi à 2 mains le couteau-scie électrique à roast-beef. Elle se tient juste à côté de la porte. Elle a 40 cm de marge de mouvement possible. Quand ils entrent, elle lacère les gueules. Technique de sécurité femelle. M. Alors? Tu jettes des queutrus sur des queumets? Choumi. Putain, vas-y, M, s'il te plaît! M. Ça t'ennuie si je graille un truc? J'ai hyper faim. Je sais pas pourquoi. Ça te fait ça, toi, des fois? Tu manges, 1 heure après,
T'as hyper faim. Je sais pas si c'est une maladie. M rapproche la casserole qui fume sur la table. Lève le couvercle. Se sert 2 grandes louches d'un genre de potée odorante. Casse un gros morceau de pain et se met à baffer. On dirait la nourriture cuisinée par sa mère. Jamais eu beaucoup de fric, mais elle trouve toujours une astuce pour assaisonner. À chaque bouchée, c'est un bouquet qui lui remonte du gosier mémoriel. Des gâteaux incroyables. Pas seulement le truc au chocolat raplapla et trop cuit qu'on mange chez la mère de Krabs. Non, sa mère cuisine des tartes aux fruits. Elle prépare la pâte elle-même, larmes aux yeux. Tout ce qu'elle lui a donné depuis le jour de sa naissance. Ensuite, la casserole s'envole de la table et va s'écraser contre le mur. Un swing de Choumi, batte de baseball. Il y en a partout, sur les murs, sur la moquette, sur les disques. M se demande un instant où il est, et puis M se souvient, dans une porcherie, chez les Golemont. Choumi. Barre-toi, mec, je suis un chaud, hein, je pète les flics dans les manifs avec Smiley. Barre-toi, mec, ou je me vénère, hein. M crache sur la moquette son reste de bouchée, renverse la table d'un coup et la projette en bouclier devant lui pour écrabouiller Choumi contre le mur, les bras coincés derrière le plateau. La visière de sa casquette Murder King vient cisailler le nez de Choumi. M envoie 2 coups d'épaule, ça part des hanches, ça engage le buste. Choumi sent la pression sur les côtes et a l'impression que celles du bas vont céder, souffle coupé. La sœur de Choumi a hurlé de l'autre côté de la porte. Mauvais réflexe. Une belette, ça doit pas attirer les prédateurs. M bloque les mains de Choumi. Choumi continue à geindre. Choumi, je bosse pour Bouddha, putain, je bosse pour Bouddha. M. Appelle-le alors. Appelle-le maintenant. T'attends quoi? M renvoie un coup d'épaule dans le plateau de la table. Ça pète, c'est Choumi. Mes côtes. Ça pète. M avale une large goulée d'air modèle cité, essence, fumée, lacrymogène, sang, étirement. C'est parti. 10 kilomètres en petite foulée dans ces allées qu'il connaît par cœur. Il venait courir avec Bouddha dans le temps. Ils n'étaient pas nombreux à suivre. Sai et lui, en alternance, les prometteurs. Et puis, chacun a suivi sa voie. M salue les mamans de la main, aucune s'en méfie. Il a toujours été très famille. Elles témoigneront pendant le procès. Les gosses veulent courir avec lui, alors M ralentit quelques mètres, il se colle dans ses pas, force le souffle, transpire, puis M les renvoie vers les mères avant qu'elles s'inquiètent. M se sent bien. La couche de crasse, moitié trafic, moitié poisse, se détache facilement. Comme une pellicule sèche, elle n'a pas imprégné. Les cités, ça n'a jamais été la haine. Ça, c'est de la propagande des médias. Les cités, c'est simplement aimer la vie, à fond. Vivre comme des gueudins, explique M à Angela. Tellement vite, tellement fort, qu'une fois décilé, chacun ne peut que nous trouver splendides. M sait qu'il a le cœur pur. Sans ses organes intacts. Peut-être que la laideur est venue t'emballer pour te préserver cadeau le jour où tu seras livré plus loin et déballé. Peut-être que ça sert à ça, les cités. Un environnement où se collent les licenciements pour longue maladie, le 2e cambriolage cette année, l'interpellation du petit dernier pour vol en réunion, et toi, au milieu. Tu es un jeune tigre joueur. Il suffit de t'extraire, une douche, et hop,
t'es tellement clean qu'ils ont honte de te serrer la main. Ça donne en effet bien le ton de la fabrication de la guerre civile. De toute façon, au fur et à mesure qu'on va en parler, je pense qu'on éclairera, alors sans dévoiler, parce que ça va être un art difficile. Il y a beau avoir donc 130 à 150 personnages au total, il y a quand même une intrigue et il y a un réel suspense. Hein. Il se passe des choses, on se demande ce qui va leur arriver à certains des personnages. On n'est pas déçu du voyage, hein, parfois. Donc on essaiera bien de faire attention de ne pas révéler tout ça, parce que c'est quand même une partie essentielle du plaisir de lecture. Mais ce qui, dans cette cité donc, des pigeonniers, qui est, ça on le sait, donc, on savait à la fin dans les cités qu'elle est condamnée à disparaître. Maintenant on est dans la phase action de ça. Donc il y a tous ces gens qui sont en place. Alors certains sont des observateurs presque extérieurs, où ils vivent aux marges de la cité, ou dans les quartiers pavillonnaires, voire à l'endroit où se prennent les décisions. Puis il y a tous ceux qui vivent pour de bon, hein, dans la cité. Et ce que je trouvais intéressant, c'est parmi bien d'autres choses, c'est de voir quel est le cheminement qui a fait que le génie du proxénétisme, en passant par Dans la cité, en arrivant à donc, ce roman, la notion de guerre civile est apparue dans les textes, et puis à la fin dans le titre, quoi, quand même. Donc, d'où elle vient, en fait, cette présence de la guerre civile dans ce paysage-là, en fait. Alors, peut-être je vais commencer par autre chose, parce que ce qui est difficile, en fait, quand tu te retournes sur les livres que tu as écrits, c'est qu'il y a sans doute, effectivement, par exemple, cette cohérence ou cette espèce de ligne sur le thème de la guerre civile qui peut-être est présent voilà, et croît comme ça. Ben, c'est pas du tout évidemment quelque chose que j'ai imaginé. C'est même en finissant Fabrication de la guerre civile, c'est pas quelque chose que j'aurais eu en tête. Spontanément, j'aurais pas dit qu'il y avait ce thème. Alors en revanche, il y a peut-être deux thèmes, et du coup je vais commencer par ceux-là, qui je pense sont pour le coup vraiment présents et sont volontairement présents, sont politiquement volontairement présents dans ces trois livres. Le premier, c'est la question des milieux populaires. J'ai le sentiment, peut-être à tort, peut-être que toi, en tant que meilleur observateur des livres, hop, comme ça, comme une espèce de digue, là, tous les livres te passent entre les mains, donc peut-être tu as une image différente. Moi, j'ai l'impression que les milieux populaires sont très présents dans la littérature française, statistiquement parlant. Que la littérature française s'intéresse plutôt, et pourquoi pas, après tout, voilà, mais plutôt à la petite bourgeoisie, voire à la grande bourgeoisie, mais milieu populaire, je crois que c'est pas, voilà, c'est même, j'ai envie de dire, dans la culture française d'une manière générale, je crois que c'est pas quelque chose qui est très présent, qui est pas, et j'avais envie de ça, peut-être parce que j'en viens, sans doute parce que j'en viens, voilà, sans doute parce que, d'ailleurs, si je veux être complet par rapport à cette histoire d'origine, qui ne me passionne pas outre mesure, mais et qui n'est pas présente dans mon travail. Je ne travaille pas du tout sur une autofiction, donc voilà, je n'écris pas des livres sur moi. Mais je trouve intéressant, si je prends mon parcours, que le fait d'aller écrire de la littérature et d'avoir des envies de grande littérature, d'une littérature ambitieuse, fait que sociologiquement, j'ai rompu pratiquement avec un milieu populaire. Et qu'en fait, dans ce parcours-là, il y a, c'est pas une volonté de rompre, mais dans l'espèce d'avancer au fur et à mesure, le fait de rencontrer des gens qui s'intéressaient à des choses dont je sentais que ça allait m'intéresser, en termes de cinéma, etc., fait que mes liens avec mon milieu populaire d'origine ont pratiquement disparu. Voilà, je trouve que là il y a un truc. Sans y mettre d'éléments autobiographiques qui n'y sont pas nécessairement, hein, mais c'est vrai que c'est aussi une grosse part du ressort du personnage de l'ethnologue, en fait, dans les cités, puisque l'une des astuces littéraires, mais qui transpire l'authenticité en fait tout le long de ce livre, c'est le fait que pour faire finalement une anthropologie littéraire de la cité des pigeonniers, la cheville ouvrière qui est choisie est un véritable anthropologue, enfin un universitaire, qui se trouve avoir passé toute sa jeunesse dans cette cité et en être effectivement parti. Après, je pense, enfin, bon, j'ai aucune prétention parce que même en lisant beaucoup, comme tu le sais,
on ne capte en fait qu'une petite partie quand même de la production littéraire, et je pense que ce serait prétentieux de dire qu'on capte ce qui est important. C'est pas vrai. Moi, il y a des masses de choses qui m'échappent tout le temps, ça c'est sûr. Après, sur ce que j'ai comme échantillon, je pense qu'en littérature dite générale, c'est sans doute très vrai ce que tu dis. Je pense que la proportion de littérature qu'on a appelée à un certain moment de littérature prolétarienne, même si le terme justement est plus que passé de mode, probablement un peu à tort, il suffit de... Mais bon. Oui, je pense que c'est une infime minorité. Après, j'ai l'impression qu'une partie du roman noir et du polar s'y accroche et arrive à le faire passer. Et puis, il y a effectivement quelques exceptions. Ensuite, certainement, et ça c'est une des choses, je pense, dont tu me parleras tout à l'heure, c'est que à partir du moment où on n'y est plus, il y a une gestion de surplomb, de vocabulaire, de langage qui n'est pas simple, qui est un enjeu pour les personnages, qui est un enjeu pour l'écrivain, qui est d'arriver à faire de la littérature qui soit d'expression populaire, qui parle classe populaire, si on accepte d'utiliser le terme de classe, lui aussi, alors qu'on n'y est plus exactement. Enfin... Alors du coup, je vais peut-être répondre à ça, et puis après je reviendrai sur... Moi, je crois que je ne suis pas embêté par cette histoire de surplomb, parce que... Parce que la logique pyramidale de la société ne m'intéresse pas. Au contraire, je crois que l'immense bonheur pour un écrivain, et particulièrement pour un écrivain de roman, c'est au contraire le rapport horizontal aux choses. Je vois le monde comme une espèce d'immensité d'archipel, et donc je circule d'archipel en archipel, et je tisse des liens. Tu vois, c'est hop, j'ai ma barque de pêcheur, et puis hop, petit coup de pagaie, et donc je me déplace d'un archipel à un autre. Génie du proxénétisme, c'est ça. C'est quoi les trois archipels? C'est la culture de l'entreprise, c'est la culture érotique, et c'est Chateaubriand, donc trois archipels qui n'ont aucune raison de communiquer les uns avec les autres. Mais il n'y a pas une pyramide à passer, donc il n'y a jamais de position de fond, il y a des circulations, il y a des navigations entre des objets séparés, et la possibilité, en fait, finalement, l'enjeu de l'œuvre littéraire, peut-être le départ de l'œuvre littéraire, c'est comme un tour opérateur, c'est d'inventer le voyage qui serait capable de passer et de faire le lien entre des choses a priori très hétérogène. Dans les cités, et Fabrication de la guerre civile, c'est encore le cas, parce que entre ce qui relève de la culture populaire, ce qui relève des formes inventées par une littérature d'avant-garde, ce qui relève de l'économie, ce qui relève des rêves, ce qui relève du politique, il y a des matières qui sont très très hétérogènes. Et pourtant, des sports de combat. Et des sports de combat. Alors ça, peut-être du coup, ça pourrait se raccrocher plus facilement, mais il y a aussi ça. Donc il y a des quantités d'archipels, et l'enjeu pour la littérature, c'est... Alors là, c'est plus la pagaie, c'est le hors-bord, c'est d'être capable d'enchaîner extrêmement vite des liens entre ces îles différentes. Donc la position de surplomb, j'ai l'impression, et j'espère que je ne suis pas ma propre dupe là-dessus, mais j'ai l'impression que le type de projet romanesque que je développe a plutôt vocation à ne pas créer du surplomb. Après, peut-être je peux être attrapé par plein d'autres choses, il faut toujours être méfiant par rapport à ça. Mais je crois qu'il y a... Aussi parce que pour moi, il n'y a pas à placer les uns par rapport aux autres, ou il n'y a pas des choses plus nobles. En fait, qu'est-ce qui m'intéresse dans tous ces espaces? C'est leur intensité, c'est leur potentialité, en termes de langue, en termes d'imaginaire, en termes de situation, en termes de dramaturgie, en termes d'intensité vitale. En ça, ils sont tous aussi bons, aussi beaux, aussi forts les uns que les autres. Je crois que ça c'est quelque chose qui fonctionne très très bien dans les deux romans. C'est que, en effet, s'il y a de l'intensité ou de l'authenticité chez les personnages, à ce moment-là, il n'y a pas de jugement de la part de l'auteur, même subreptice, parce que parfois le jugement, il n'est pas exprimé, mais on le sent. Là, c'est vraiment pas le cas. Les seuls personnages qui éventuellement peuvent être jugés, c'est précisément ceux qui sont dans la fausseté. Et qui sont dans l'artifice. Ceux-là, éventuellement, prennent effectivement au passage une forme de jugement, et encore pas trop, mais dans les personnages de la cité proprement dit, moi c'est une chose que je trouve frappante, c'est qu'il n'y a pas de celui-là il est crétin, ou celui-là il est plus intelligent que les autres, ou celui-là il est plus vilain que les autres. Non, c'est des personnages, ils ont leur terrain, leur façon de faire. Et c'est un plaisir assez incroyable justement, j'avais pas pensé à cette image d'archipel, mais c'est bien ça, il y a une navigation en fait entre ces différents pôles à l'intérieur de la cité qui
qui se rencontrent ou pas, ou qui croient se rencontrer, qui ne se rencontrent pas nécessairement. Enfin, c'est très réussi de... Et du coup, si je rebondis juste sur ce que tu dis là, en fait, foncièrement, dans les personnages, il y en a qui sont vraiment plus crétins que les autres. Et il y en a des vraiment très très malins. Et c'est effectivement important, et je pense que c'est ça un des bonheurs des projets romanesques, c'est qu'un personnage objectivement crétin peut être observé, peut être écouté, peut être suivi, peut être approché par le roman avec la même qualité d'écoute. Au fond, finalement, c'est quoi écrire un roman? C'est faire attention, fondamentalement. C'est pas être dans une position de juger, d'analyser, de comprendre ou d'expliquer le monde, c'est se placer au plus près des choses, de cette chose qu'en plus on a inventée, puisque je ne suis pas dans un roman documentaire, je suis dans un roman qui essaye de faire émerger des ensembles de réalité, d'imaginaire, etc. Mais c'est d'essayer de me placer moi et de placer le lecteur au plus près des choses pour les écouter et pour faire attention. C'est juste ça finalement, le roman, c'est la possibilité de s'intéresser au monde là où le monde est tellement décevant dans notre expérience quotidienne qu'on peut avoir envie de s'en protéger. Finalement, si on faisait cette comparaison entre l'espace de la fiction et l'espace du réel, entre l'expérience, j'ai envie de dire l'expérience pratique de la fiction et l'expérience du réel, si je prends les choses de manière extrêmement caricaturale, si l'un de nous est un serial killer dans la pièce, nous n'aurons pas forcément vocation à nous en approcher. On va plutôt avoir envie de s'en protéger. Dans le roman, on va s'en approcher. Enfin, on ne sait pas. Voilà. Mais il y a ça, ce truc-là. Proximité, faire attention. Voilà, je crois que c'est ça une des possibilités qu'offre le roman. Et donc là, il y a un truc qui m'intéresse. Et alors si je reviens du coup à ta première question, à laquelle je n'avais pas fini de répondre. Donc j'ai répondu sur une partie. Voilà. Le deuxième chose qui sans doute court de livre en livre, c'est une espèce de préoccupation fondamentale, préoccupation, je sais pas, ou une espèce d'étonnement qui reste là présent, c'est comment des sociétés aussi intelligentes, aussi riches, aussi cultivées, aussi diplômées, aussi tout ce qu'on veut, aussi technologiques, réussissent à produire des situations et des dispositifs qui nous font vivre si mal. Il y a là un truc qui... C'est peut-être très naïf, mais qui continue à m'émerveiller, me troubler, je continue à pas savoir quoi faire avec ça. Et du coup, dans le roman, il y a toujours une enquête de comment arrivons-nous à un endroit particulier, que ce soit dans des amitiés, dans des amours, dans une organisation économique, politique, comment nous arrivons à produire des machines folles, des machines profondément défectueuses, et profondément des machines malheureuses. Et cette enquête-là, elle se fait donc pas sous une forme de jugement, mais au contraire en essayant, et c'est très présent dans Fabrication de la guerre civile. Fabrication de la guerre civile est donc sur une durée d'1 an, une montée vers une déflagration, donc c'est la fabrication individuelle, parce que voilà, il y a et du politique et beaucoup d'individuels, beaucoup de petites histoires placées à différents niveaux, des amitiés, des économies, du business, etc., qui toutes ont leur logique, qui toutes ont du sens. En fait, il n'y a aucun personnage qui cherche foncièrement à agir mal. Tous les personnages ont des raisons de faire ce qu'ils font, de penser ce qu'ils font. Il y a du sens dans tout ce qui est produit là, et pourtant la somme de tout ce qui est produit nous amène immanquablement vers une catastrophe. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui me passionne au sens mystique du terme, qui m'attrape par les couilles et qui me secoue très très fort. Je sais pas si c'est mystique. Mais... Non, mais si je reformule un peu, mais à ma façon, c'est cette arrivée finalement de la guerre civile dans le paysage à l'issue d'un processus, c'est que c'est la résultante finalement de cette... elle apparaît en tout cas comme ça, comme cet ensemble justement de personnes qui vont, sans penser à mal, mais chercher à faire leur affaire, qu'à la fin, ça va finalement déboucher sur quelque chose qui sera convenu d'appeler guerre civile. Voilà, et tout est dans il sera convenu d'appeler guerre civile, parce que moi je pense que la guerre civile, elle est là dès le début. Elle a toujours été là, en fait, dans la description. Le milieu est un milieu qui est en état... Et finalement, il n'y a pas de... Le livre pronostique pas du tout une explosion dans les banlieues, c'est pas... au sens guerre civile du terme, c'est-à-dire une explosion durable, constituée, etc. C'est pas ça l'enjeu du livre, mais puis j'y crois pas. Des explosions, des émeutes, voilà, ça c'est tout à fait imaginable, mais quelque chose qui a à voir avec la guerre civile, et donc cette guerre civile qui est vendue, fantasmée, avec sa contrepartie qui est de dire il faut donc une société sécuritaire de contrôle pour faire face à cette menace. Ça, j'y crois pas une seconde. En revanche, je crois qu'il y a quelque chose, en fait finalement,
pratiquement aucun des personnages, je pense, ne parle de guerre civile. Et pourtant, tous pourraient l'avoir. C'est déjà là, ça flotte dans la bouche de chacun. Et je crois que ça raconte quelque chose aussi de notre société. Je pense nous sommes nombreux dans la société actuelle à pouvoir dire que nous sommes quasiment au bord de la guerre civile. Et d'ailleurs, j'étais très frappé, après avoir écrit le livre, je fabriquais une petite pièce sonore, et du coup, j'essayais de capter des occurrences du terme guerre civile dans le discours politique. C'est hallucinant, le nombre d'hommes politiques, Valls, Gilbert Collard, j'ai plus la liste en tête, mais c'est le nombre de personnes, Sarkozy évidemment, le nombre d'hommes politiques qui ont énoncé cette question de la guerre, enfin, ces termes de guerre civile, alors que, a priori, voilà, c'est pas le cas. Et pourtant, le nombre de fois où ça a été énoncé dans les discours politiques récents, c'est incroyable, enfin, c'est relativement important. Et j'ai l'impression qu'en fait, et c'est ce que ça raconte le livre, que nous vivons dans une espèce d'état mental de pré-guerre civile, quasi-guerre civile, bord de la guerre civile, avant la guerre civile, quelque chose qui est là autour, sans aucune espèce d'idée de comment on pourrait placer de la politique, placer du politique, à l'endroit où il y a quelque chose qui se construit, qui fantasme de la guerre civile. Et sur cette histoire de fantasme, Ninon, tu reviendras là-dessus, parce que cette question de guerre civile fantasme, c'est vraiment au cœur de ton livre. Mais voilà, cette fantasmatique de la guerre civile qui travaille les imaginaires politiques, je crois que c'est très très présent. Et c'est pas, ça fantasme pas, enfin ça travaille pas que l'imaginaire, ça travaille aussi du coup des positionnements, des rapports des uns et des autres, des choix politiques, voilà, un certain nombre d'actions publiques qui sont là extrêmement présents, sans que finalement personne ne croit réellement à la guerre civile. C'est là où il y a un truc qui est tout à fait passionnant dans le moment politique qu'on vit, c'est de penser guerre civile sans penser que la guerre civile va avoir lieu. Et pourtant, de préparer quelque chose de cet ordre-là. Alors c'est là, je crois en effet qu'il y a vraiment beaucoup à apporter en fait par le travail donc de Ninon Granger, parce que on sent bien qu'effectivement il y a une utilisation du terme guerre civile, voilà, qui dans le pire des cas va être vraiment de la bouillie journalistique, hein, dans un cas qui est un peu moins neutre et plus grave, en tout cas qui à mon sens est plus grave, c'est effectivement quand des hommes politiques l'utilisent, c'est pas nécessairement par inadvertance, c'est qu'il y a quand même une idée en jouant avec ce fantasme-là. En tout état de cause, je pense que c'est assez passionnant de faire une incursion ce soir, en attendant de lire, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, les livres de Ninon, sur ce que c'est réellement la guerre civile. Et non pas nécessairement dans son sens justement technicien et militaire, ce qui est une autre histoire, enfin, même si elle est évidemment liée, mais dans son sens philosophique et politique. Et c'est là donc probablement que peut-être on peut écouter un peu de Thucydide, qui savait ce dont il parlait, lui, à la différence de Nicolas Sarkozy. Oui, ça c'est sûr. Non, mais ce qui me frappe, c'est pas du tout joué, il n'y a pas de transition préétablie, mais c'est vrai que cette question du fantasme et en même temps de la fabrication de quelque chose que moi j'appellerais pas la guerre civile, mais simplement du politique, à travers des rhétoriques comme celle de Valls, de Sarkozy, qui utilisent énormément cette expression de guerre civile, on a quelque chose comme, moi ce que j'appelle un spectre, ou des spectres, c'est-à-dire au sens de fantôme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fantomatique dans cette guerre civile qui traverse les rhétoriques de nos sociétés, et en même temps il y a un spectre au sens un peu de la physique, et c'est là que, en tant que philosophe, j'accours. Il y a un spectre dans le sens où il y a des rayonnements invisibles du politique, et la guerre civile en fait partie. Alors, la guerre civile, c'est très voyant, très frappant comme expression, et ce qu'on a avec la guerre civile, c'est essentiellement des images effroyables, effrayantes. Depuis l'origine de la littérature, toutes les images de la guerre civile sont absolument sanglantes, et c'est le pire du pire qu'il puisse arriver à une communauté. Et en même temps, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a sous cette expression de guerre civile. Alors moi, dans mon livre, j'essaie justement d'en retracer surtout les ambivalences et les ambiguïtés, à travers toutes ces traductions qui vont du grec au latin et puis au français, mais qui ne se rattachent pas étymologiquement au latin.
Et donc ce qui m'intéresse, moi, c'est ce rayonnement invisible de ce qui se passe sous ce qu'on appelle guerre civile, ce qu'on utilise de la guerre civile, et que je trouve avec un concept qui, à mon avis, n'est pas seulement le concept de la guerre civile, mais qui est le concept de la guerre d'une manière générale, à savoir la stasis. La stasis, c'est un terme grec que on a pris l'habitude de traduire rapidement. Si je vous le dis comme ça, on va dire ça signifie guerre civile, mais en fait, dans les textes, ça va être traduit par une grande multiplicité de termes: insurrection, sédition, révolution, émeute, rébellion. Tout ça, en fait, en grec, la plupart du temps, se rapporte à un seul mot: stasis, et qui est généralement opposé à une autre notion beaucoup plus simple, polémos. Et polémos serait la guerre régulière contre un étranger, contre un voisin, contre un adversaire, beaucoup plus que contre un ennemi. Tandis que stasis, eh bien, finalement, nous ne savons plus ce que les Grecs voulaient dire avec la notion de stasis. Cela dit, et justement, je voulais finalement m'en rapporter à un historien qui est aussi un écrivain et qui en plus des fois s'amuse à faire des petits pastiches philosophiques, Thucydide, qui, à mon avis, en décrivant, alors dans la guerre du Péloponnèse, une espèce sur plusieurs années, une guerre qui embrase toute la Grèce, qui décrit la stasis, la guerre civile à Corcyre. Et je pense que ce texte a été générateur a été la matrice de toutes les manières de raconter des guerres civiles. Alors je fais un peu des généralités rapides, mais de toutes les manières de raconter la guerre civile dans la littérature ou dans la philosophie. Alors, donc là, on est en plein dans la guerre de Péloponnèse avec des systèmes d'alliance, un affrontement hégémonique entre Sparte et Athènes, et puis plein de cités qui se regroupent là, avec en plus une opposition à l'intérieur des cités entre les tenants de l'oligarchie et les tenants de la démocratie. Durant les 7 jours que les 60 navires d'Eurymédon restèrent à Corcyre, les Corcyréens continuèrent à massacrer ceux de leurs concitoyens qu'ils considéraient comme des ennemis. Ils les accusaient de comploter contre la démocratie, mais certains furent en fait victimes d'inimitiés privées. Des créanciers furent ainsi abattus par leurs débiteurs. On vit tous les genres de morts possibles, et la population se porta à tous les excès qu'on peut observer en pareilles circonstances, et même au-delà. Le père tuait son fils. On arrachait les suppliants aux autels, et on les massacrait à l'entrée des sanctuaires. Quelques-uns même furent murés dans le temple de Dionysos, où on les laissa mourir. Telles furent les atrocités commises au cours de cette guerre civile, qui parut d'autant plus sauvage qu'elle fut la première en date. Par la suite, les convulsions politiques gagnèrent pour ainsi dire la totalité du monde grec. Dans toutes les cités, des heurts se produisirent entre les chefs du parti populaire et les oligarques, les premiers voulant faire appel aux Athéniens et les autres aux Lacédémoniens. En temps de paix, on manquait de prétextes pour réclamer leur assistance et on n'était pas non plus disposé à le faire. Mais une fois la guerre venue, chacun des deux partis put désormais compter sur une alliance extérieure pour abattre ses ennemis et accroître son pouvoir, et ceux qui souhaitaient une révolution eurent toutes les facilités pour faire intervenir l'étranger. Au cours de ces luttes civiles, les cités virent fondre sur elles des calamités innombrables, comme il en arrive, et comme il en arrivera toujours tant que la nature humaine sera ce qu'elle est. Selon les circonstances, il est vrai, le mal peut empirer ou s'apaiser, et ces manifestations diffèrent d'un cas à l'autre. En temps de paix et de prospérité, les individus et les cités montrent des dispositions plus conciliantes. Mais la guerre, avec les restrictions qu'elle apporte dans la vie de tous les jours, est une école de violence. Elle modifie l'humeur de la majorité des gens en l'accordant avec les réalités du moment. Ainsi, de cité en cité, la guerre civile étendait ses ravages. Dans celles qui furent touchées les dernières, les factieux
instruits de ce qui s'était fait ailleurs, allèrent plus loin encore dans la voie des excès révolutionnaires, grâce à une technique perfectionnée de l'insurrection et à des méthodes de terreur inouïes. Les hommes en vinrent, pour qualifier les actes, à modifier arbitrairement le sens habituel des mots. L'audace insensée passa pour du courage et du dévouement au parti, l'attentisme prudent pour de la poltronnerie dissimulée sous des apparences honorables, et la modération pour le masque de la lâcheté. L'homme d'esprit assez ouvert pour embrasser tous les aspects d'une situation était jugé totalement inapte à l'action, mais le coup de tête d'un impulsif passait pour un trait de mâle assurance. Les précautions que certains voulaient prendre avant d'agir passaient pour de beaux prétextes dissimulant une dérobade. Chaque fois, c'était aux forcenés qu'on faisait confiance et l'on se défiait de ceux qui le contredisaient. L'auteur d'un attentat réussi passait pour un grand esprit, mais on jugeait plus habile encore celui qui flairait un complot. Prenait-on ces mesures pour ne pas être obligé de recourir à des procédés pareils, on était accusé de vouloir liquider le parti et de se laisser intimider par l'adversaire. Bref, on s'attirait des louanges lorsqu'on agissait assez vite pour faire avant un autre un mauvais coup, et aussi lorsqu'on incitait celui qui n'y songeait pas à commettre quelque forfait. On se sentit désormais moins solidaire de ses parents que de ses camarades de parti, car ces derniers se montraient plus disposés à tout oser sans tergiverser. Le but de ces associations n'était pas de défendre les intérêts de leurs membres par des moyens légaux, mais de satisfaire au mépris de la loi des ambitions particulières. La confiance régnant entre les associés était fondée non sur les engagements pris devant les dieux, mais sur la complicité dans le crime. À l'origine de tous ces maux, il y avait l'appétit de pouvoir qu'inspire la cupidité et l'ambition personnelle. De là, l'acharnement que les factions mettaient à se combattre. Les chefs des partis dans les cités adoptaient de séduisants mots d'ordre. Égalité politique de tous les citoyens d'un côté, gouvernement sage et modéré par les meilleurs de l'autre. L'État qu'ils prétendaient servir était pour eux l'enjeu de ces luttes. Tous les moyens leur étaient bons pour triompher de leurs adversaires, et ils ne reculaient pas devant les pires forfaits. C'est ainsi qu'avec ces luttes civiles, toutes les formes de dépravation se répandirent en Grèce. La candeur, qualité première de toute âme généreuse, devint un objet de risée et finit par disparaître. Dans la plupart des cités, les citoyens, séparés en deux camps, s'observaient avec défiance. Pour assurer leur réconciliation, il n'y avait pas d'argument assez fort, pas de serment assez terrible. Tous avaient fini par se convaincre qu'il n'y avait aucun règlement durable à espérer, et incapables désormais de se fier à autrui, ils préféraient prendre leurs dispositions pour ne pas être parmi les victimes. Donc ça, il me semble que c'est une description de la guerre civile qui embrasse énormément de choses. Et ce qui est bien dans ce texte aussi, c'est que Thucydide ne fait pas trop dans le pathos qu'on peut avoir dans beaucoup de descriptions, dans le pathos ou dans le sanglant, qu'on peut avoir dans beaucoup de descriptions de la guerre civile. Et en même temps, on voit bien ce qui se joue entre... Alors moi, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à la stasis par rapport à la notion de guerre. On voit bien, notamment au tout début, l'intrication entre ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est que la stasis, elle redessine en fait une intériorité. Donc, dire la guerre civile, c'est forcément dans une ville ou c'est forcément dans un pays, en fait, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose si on se réfère à la notion de stasis, où il y a intervention de l'extérieur dans l'intérieur et où il y a une redéfinition de ce que c'est que une communauté politique ou une entité politique. Je trouve très impressionnant, enfin à la fois magnifique et en même temps légèrement inquiétant, en écoutant du Thucydide, donc du 5e siècle avant Jésus-Christ, dans ces eaux-là, au 4e, je ne sais plus, et que ça parle autant en fait. Alors c'est parfois une banalité parce que tous les historiens ici notamment savent qu'évidemment l'histoire elle est là effectivement notamment pour informer le présent et pour éviter d'être condamné à toujours refaire, même si on s'aperçoit que ça marche quand même pas super bien de ne pas toujours refaire les mêmes erreurs. Mais je trouve que sur ce texte c'est particulièrement frappant. C'est vrai que
il y a le constat de ce côté catastrophique de la stasis, hein, qui représente vraiment quelque chose de bien pire que le polémos, enfin, quelque chose qui rentre vraiment dans le dur de la cité. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que ça donne, et qui renvoie, alors là, justement, dans un discours qui est probablement de l'ordre des rhétoriques, comme on le mentionnait tout à l'heure, mais qui touche quand même à quelque chose d'assez profond. Je pensais que la stasis dans la cité, enfin, contemporaine, ça fait infiniment plus peur en fait qu'une guerre extérieure, au point que, et moi c'est le sentiment que j'avais en parcourant Oublier la guerre civile, point d'interrogation, c'est que ça fait tellement peur qu'on est prêt un peu à toutes les acrobaties pour dire que l'ennemi intérieur est en fait un ennemi extérieur. Enfin, oui, ben ça c'est vraiment un processus assez typique de toute une rhétorique politique et aussi de toute la philosophie politique qui a tendance à dire bon bah occupons-nous de la guerre à l'extérieur pour que les citoyens oublient de se faire la guerre à l'intérieur. Alors ça c'est une manière quand même justement de s'appuyer sur une opposition assez confortable intellectuellement, et c'est pour ça que je pense que la philosophie politique, bon gré mal gré, elle a été alliée finalement du pouvoir. Il y a un confort intellectuel à dire il y a une guerre extérieure, celle que l'on peut limiter, hein, celle que l'on peut arraisonner, celle à laquelle on peut assigner des lois que moi et l'ennemi allons respecter. Et puis une guerre civile qui est tellement horrible qu'on va surtout pas la penser. Mais en même temps, et c'est pour ça que je dis bon gré mal gré pour la philosophie politique, que je voudrais pas non plus trop assassiné, dans la mesure où la philosophie politique, elle va essayer de voir ce qui le meilleur régime possible, les meilleures institutions, les conditions de la paix, également les lois de la guerre, justement pour que ce soit pas un débordement incontrôlable. Mais ce faisant, elle est obligée d'occulter ce qu'il y a dans la notion de stasis, et ce que n'occultaient pas les Grecs. Alors ça, en effet, je ne crois pas que tu en reparles dans Oublier la guerre civile, mais c'est en tout cas un chapitre, me semble-t-il, assez fort dans le premier, de la guerre civile, qui est autour de la notion de guerre juste et guerre injuste, enfin, et notamment du retravail contemporain en fait, sur ça, donc du droit de la guerre à partir du XVIIIe siècle, et du travail que fait Walser autour en fait, sur voilà, quand est-ce qu'on déclare qu'une guerre est juste, qu'une guerre est injuste, avec tout ce qui est sur le droit et le devoir d'ingérence. Où là on retrouve en fait par la bande des notions de guerre civile. Alors ça c'est très ambivalent, la question de la guerre juste. Alors il me semble que la notion elle est revenue un peu à la mode après les attentats de 2001, et puis là j'ai l'impression que ça se tasse un petit peu, on parle plus de guerre juste, peut-être justement pour parler de guerre civile. Mais c'est très ambivalent, parce que la guerre juste, c'est une tradition philosophique essentielle au XVIe siècle, qui essaye de penser la limitation de la guerre, et en même temps, on se rend compte qu'à partir du moment où on veut vraiment donner des limites, des lois, des règles, des séries finalement de conditions pour qu'une guerre soit juste, on se rend compte qu'il peut y avoir une interprétation de la notion de guerre juste comme, au contraire, extrêmement discriminante. C'est-à-dire que si on n'est pas dans les clous de la guerre juste, alors là, tout est possible. Et on retombe, justement, dans ce caractère effrayant que j'entends avec la stasis. Mais ce qui est le plus étonnant, alors je ne sais pas si on peut finalement s'en remettre à une sorte de correspondance et de familiarité avec les Grecs, qui font que quand même en philosophie ils sont très 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 importants, mais pour la stasis c'est net, et ça c'est la littérature latine qui l'a balayé. Qui l'a vraiment balayé dans la mesure où elle a refusé de traduire la notion de stasis, alors que on sait bien que les lettres latines étaient vraiment nourries par la littérature grecque, et que pour être cultivé il fallait savoir le grec et bien connaître ces classiques grecs. Et bien la stasis elle n'a pas été traduite, et les Romains ont bricolé quelque chose à partir de ce qui était
leur notion de guerre, donc ils ont commencé à penser à la guerre, bellum, et à partir de bellum, hop, ils ont fait bellum qui voulait et plein d'autres dérivés. Mais là, il y a vraiment une manipulation des mots, des termes et des notions conceptuelles qui se passent en très très peu de temps. Et alors moi j'ai beaucoup travaillé à partir de Cicéron parce que là c'est vraiment manifeste. Mais ce que fait Cicéron c'est absolument incroyable. Il n'est pas le seul à le faire, hein, mais on voit bien ce qui se passe dans la manipulation des mots dans leur usage, qui devient une manipulation de termes et donc hop, une occultation du concept qui est exprimé, qui devrait être exprimé par ce terme. Et Cicéron, il en vient à même tordre le sens des mots dans sa propre langue, parce que il y a quelque chose qui se passe. Cicéron a eu beaucoup d'ennemis, mais sur la fin, il y a quand même une sédition importante qui est celle de Marc-Antoine. Et là, on a quelque chose qui se passe à l'intérieur du territoire romain, c'est-à-dire que Marc-Antoine, il a des légions derrière lui, c'est un général, et il marche contre Rome avec le Sénat romain qui est quand même très très inquiet. Et Cicéron ne veut surtout pas mener une guerre régulière contre Marc-Antoine, ce serait trop lui faire d'honneur. Donc il ne faut pas que ce soit un bellum. Il ne faut pas non plus que ce soit un bellum kiwile, parce que bellum kiwile, et ça à mon avis, ça on en est vraiment les héritiers, ça signifie que c'est pas que le chaos va intervenir, c'est que l'entité politique à laquelle on appartient est déjà détruite. Parce qu'il n'y a plus d'unité. À partir du moment où on va parler de guerre civile, de guerre interne, de bellum kiwile, eh bien ça veut dire qu'on est déjà complètement défait. Avant même qu'il y ait quelque chose comme des armes, etc. C'est pour ça qu'on peut parler de factions. C'est pour ça qu'on peut mettre, à mon avis, guerre civile un peu à toutes les sauces, et notamment aujourd'hui. Je trouve que c'est une des choses que ton ouvrage montre vraiment magnifiquement, c'est le sentiment que j'ai eu, c'est qu'il y a un côté, là, au sens très faible du terme, mais il y a un côté finalement assez philosophe des Grecs vis-à-vis de la stasis, c'est quelque chose de terrible, mais au fond c'est un peu inévitable, parce qu'effectivement il y aura des différences d'appréciation sur ce que doit être la société qui seront de toute façon là. Donc oui, il y aura du chaos, mais on ne va pas non plus se mettre martel en tête autour de ça. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui ressort, alors notamment, je trouve, d'Aristote de façon flagrante, hein, mais qui ressort aussi dans le fait que, finalement, qu'il y ait des démocrates, enfin des pro-démocraties et des pro-oligarchies, ça fait partie de la nature des choses. Alors que ce qu'introduit, et je trouve que tu le montres en analysant, enfin, alors notamment sur les catilinaires, dans le détail, chacun des grands discours en fait, de Cicéron, à quel point là, il y a une volonté à l'œuvre en permanence, une obsession hein, quasiment, d'abord de nier cette pluralité possible, en disant non, il ne peut pas y avoir des avis différents sur des choses aussi essentielles en fait que ça. Et ensuite, effectivement, alors là, le terme est complètement anachronique, mais de diaboliser réellement l'adversaire. Parce que c'est inacceptable qu'il soit, et avec ce côté, si je reconnais que cet adversaire est même acceptable, c'est que déjà ma position n'existe plus, en effet. Et je trouve que c'est vertigineux, en fait, de voir l'énergie littéraire et technique que met Cicéron, enfin, comme tu le montres, hein, au service, en fait, de cet énorme nuage fumigène, en fait, de façon à cacher la nature profonde du truc, quoi. Oui, mais c'est pas du tout, là pour le coup un effet rhétorique chez Cicéron, quoi. C'est vraiment une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que pour lui, l'unité de la République, elle passe par là, mais elle passe aussi par son propre corps, c'est-à-dire qu'il se met en avant, il s'expose aux dangers, etc. Tandis que, comme tu l'as rappelé, dans la sphère grecque, bon, encore une fois, c'est un peu des généralités, mais il y a possibilité de plusieurs partis. Alors c'est vrai que c'est terrible quand ça dégénère par les armes, mais il y a possibilité de plusieurs partis. Et peut-être que les Grecs étaient les moins effrayés par la stasis parce que ils avaient trouvé quelques solutions. Alors tu parles d'Aristote. Aristote, lui, il a tendance... Là, il y a quand même quelque chose qui se passe dans le mot, la notion de stasis. Dire qu'Aristote, il a tendance à complètement l'euphémiser ou l'édulcorer. Mais en même temps, ça lui permet de l'intégrer à un système constitutionnel. Dire que c'est le seul
qui intègre la notion de stasis dans une constitution, ce qui serait une aberration pour quiconque. Si effectivement on fait l'effet de traduction que tu indiquais, tant qu'on reste avec stasis, même si je ne parle pas le grec, mais on voit bien qu'il y a de la stasis dans la société, tenons en compte, c'est encore faisable. Si on commence à dire chez les Romains, non mais il y a de la guerre civile en permanence, on sent bien qu'il y a un saut qui a été fait, que c'est inconcevable, on ne peut pas accepter la possibilité de la guerre civile. C'est la République, et c'est pas du tout ce qui se passe dans les constitutions, les polythéias, démocratie, oligarchie, dans qui se passe en Grèce. C'est-à-dire que là, la République, elle est une, il n'y a pas d'alternative. Et les Grecs, ils avaient une deuxième solution, donc il y a celle d'Aristote. Et puis il y en a une autre qui est intéressante parce que c'est une autre manière d'oublier. En fait, c'est pas une manière d'oublier, c'est une manière de ne pas... c'est l'amnistie, en fait. C'est l'invention de l'amnistie. Et c'est ne pas rappeler les mauvaises choses. L'amnistie, c'est ça. Enfin, dans un sens grec. Donc c'est pas vraiment l'oublier parce que tout le monde l'a en tête. Mais si on en parle, le fait d'en parler va raviver justement ce qui doit être dans la cité grecque. Donc c'est une volonté de ne pas rappeler les mauvaises choses. Tandis que l'oubli que moi, j'ai vu chez les Romains et dans tous les siècles suivants, c'est plutôt de l'ordre du déni. C'est un déni, et du coup, on va manipuler les termes. Et donc, fabriquer quelque chose comme du politique ou modifier la réalité pour ne pas avoir à se confronter à ce qu'il y avait dans la notion de stasis. Et c'est pour ça que tu parlais de la réalité. Moi, j'ai beaucoup de mal, en fait, avec cette notion, parce qu'elle s'oppose à l'existant. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a des choses qui existent, que moi, je pourrais identifier comme stasis, et justement, que je ne vais pas forcément trouver dans une guerre civile dûment identifiée. Mais il y a quelque chose aussi de l'ordre de... alors, le politique qui veut, bien sûr, modifier le réel et le manipuler, pour aller vite. Et puis, il y a aussi tout ce dont nous sommes faits et qui ne se rapporte pas à quelque chose qu'on pourrait appeler un référent réel, et qui sont des images, des fantasmes, des fictions, des narrations. Alors, la manière de se raconter ce qui s'est passé, c'est une manière de configurer justement le réel dans lequel on évolue aussi. Donc il y a des manières de raconter qui participent de cet évitement politique institutionnel de la guerre civile. Et je pense aussi que il y a quand même quelque chose qui revient de plus en plus dans ton roman, c'est comment ça commence. Et en fait, il y a quelque chose qui se joue dans la guerre interne et ces images effrayantes, qui est de l'ordre de l'anticipation, du fantasme, de la crainte. Et à mon sens, le politique, il est fondé en grande partie, enfin le politique institutionnalisé en grande partie sur la conjuration de la guerre interne, ou plutôt de la stasis. Mais ce qui signifie qu'effectivement, on va en avoir des idées, des images. Alors ça, les images de la guerre civile, on traverse la littérature, vraiment sous la forme du fratricide, du parricide. Et donc, il va falloir faire quelque chose, il va falloir éviter ce que ces images portent en elles. Alors ça, c'est peut-être de l'ordre du diagnostic, mais il me semble que si on veut comprendre ce qui se joue dans les rapports de domination, les rapports de classe, mais également dans les institutions, dans le droit, il faut aussi voir ce que cela cache. Il faut essayer de déceler les éléments de guerre civile qu'on va voir dans cette profusion de guerre civile latente, guerre civile à venir, guerre civile anticipée, crainte, etc. Je ne sais pas si je suis claire, mais... Alors, une chose qui m'a frappé, mais du coup, je voudrais qu'on en parle ensemble, parce que il me semblait que la guerre civile est cette fois pas rhétorique, pas en effet de manche de la part de tel ou tel politicien, mais qu'elle était redevenue en fait
assez présente dans le paysage depuis 30 ans, mais dans un paysage qui, pour des gens vivant en Europe occidentale, était quand même relativement loin. Enfin, aussi loin que l'ex-Yougoslavie, que le Liban, que le Rwanda, que la Côte d'Ivoire, mais en renvoyant assez facilement dans le commentaire à une nature de la guerre civile qui est avant tout ethnique ou religieuse. Finalement, les gens ils se battent parce qu'ils ne sont pas du même peuple, pas de la même religion, et donc c'est atroce, c'est terrible, ça fait des massacres, des génocides même éventuellement, des crimes de guerre, en veux-tu, en voilà. Mais c'est une guerre civile qui ne nous concerne pas. Et celle qu'on voit apparaître, je trouve, depuis beaucoup plus récent, peut-être effectivement depuis 2001, mais de façon complètement dévoyée, moi, il me semble que celle qui est maintenant, qui est autour de cette thématique de l'ennemi intérieur, bon, qu'il s'agit d'extérioriser, hein, mais est-ce que c'est parce que cette guerre-là est devenue pensable, au-delà de l'effet de manipulation, ou est-ce que c'est parce que simplement on la comprend mieux et donc on est mieux à même de voir ce qui se passe en termes de désaccords entre des groupes de citoyens à l'intérieur de la cité, dont la méthode réputée démocratique n'arrive plus à rendre compte, en fait, et donc précipite vers ce que eux, les Grecs, auraient appelé de la stasis. Parce qu'il y a des désaccords profonds, et donc est-ce qu'on arrive finalement à une situation comme celle-là, ou est-ce qu'on reste quand même dans une zone de maniement rhétorique qui est de l'ordre du storytelling et du maniement de l'effroi, en fait Moi, je pense qu'il y a une évolution sociale des modes de pensée, une évolution aussi de la recherche. Et puis, je pense qu'avant 2001, il n'y avait vraiment pas grand-chose, en tout cas en philosophie, sur la guerre. C'était pas du tout un thème à la mode. 20 ans après, ça l'est quand même beaucoup plus. Je sais pas à quoi c'est dû. Je pense qu'il y a eu, même de manière inconsciente, l'effet 2001, où tout à coup, tout le monde s'est précipité sur la notion de guerre, et on s'est rendu compte que c'était pas forcément adéquat, et qu'il fallait un peu penser justement les relations entre terrorisme, guerre juste, ennemis, qu'est-ce que c'est que des ennemis, qu'est-ce que c'est que des combattants, etc. Donc là, il y a un effet de prise de conscience générale, quand même. Au-delà de toutes les phraséologies qu'on a pu avoir. Et peut-être que du coup, ça a permis d'avoir un retour sur des guerres qui n'avaient pas été effectivement très pensées, hein, comme la guerre de Yougoslavie ou le Rwanda. Maintenant, je pense que dans la situation actuelle, on va dire, il y a forcément il y a des résurgences de cette crainte de la guerre civile, mais qui se traduisent différemment. Alors la guerre n'est pas tellement mieux pensée, mais qui se traduisent par tout ce qui se passe autour de l'état d'exception, et ce qui peut motiver l'état d'exception. Et puis, alors ça je ne mesure pas encore bien, mais la réapparition d'une notion qui était qui était à la mode dans les années 20 et 30, donc vraiment l'entre-deux-guerres, avant le nazisme, etc., c'est la guerre civile mondiale. Alors, moi je la manipule parce que je lis pas mal Carl Schmitt, mais je me rends pas bien compte de l'impact qu'elle a aujourd'hui, mais il me semble qu'elle est utilisée. Et je ne sais pas vraiment ce qu'on y met derrière, sauf des confusions. Maintenant, un diagnostic sur... Non, mais je vois bien ça, et je trouve... Alors, je sais pas, c'est peut-être en même temps, voilà, on évoquait tout à l'heure sur notre sujet, mais l'idée d'avoir une analyse de contenu permanente, en fait, des discours, notamment politiques, hein, et médiatiques. Mais faute de ça, c'est plus un sentiment un peu diffus, c'est que l'expression consacrée pour la guerre d'Espagne fut la guerre civile espagnole. Enfin, en tout cas en anglais, en français on a plus tendance à dire la guerre d'Espagne, mais les Anglais disent Spanish Civil War et non pas War of Spain. Enfin, il me semble que effectivement la notion de guerre civile depuis quelques années, en fait, et notamment de façon totalement, je crois, abusive et rhétorique, et
et avec un petit côté feu aux poudres, est utilisé en parlant de banlieue, en fait, dans les pays occidentaux développés, alors qu'il me semble qu'en 1970, on n'utilisait pas le terme de guerre civile pour parler des émeutes de Watts, et qu'on n'a jamais utilisé le terme de guerre civile pour parler de la dictature chilienne pendant 20 ans. Enfin, alors que, sur le fond, ça correspond, me semble-t-il, infiniment plus à de la guerre civile que quelques voitures qui brûlent un soir de Nouvel An. Enfin, et pourtant, il me semble qu'il y a bien un terrain où le discours ne va pas utiliser la notion de guerre civile et va l'utiliser assez volontiers, en fait, sur un autre terrain. Et c'est ça, moi, qui me fait se rencontrer, en fait, ces deux usages. Enfin, donc, quelle est la part inconsciente, quelle est la part de manipulation, enfin, quelle est la part vraiment de calcul, quoi, hein, dans le fait de parler de guerre civile quand on parle de la cité des pigeonniers, tu vois. Enfin, Je pense, alors si écartons temporairement la notion de manipulation, parce que du coup elle est dans le discours politique, je veux dire, parce que du coup ça c'est, voilà, c'est pas forcément très intéressant. Mais sur quoi ça va taper? Je crois que ça tape pour le coup sur un fantasme qui est clairement celui de la fin du monde occidental. C'est ça en fait le truc. Pourquoi on vient parler de guerre civile à propos des banlieues? C'est pour dire l'État, le gouvernement, auquel nous ne croyons plus parce que nous constatons son inefficacité quotidienne, le fait qu'il produise de l'injustice ou qu'il laisse passer de l'injustice, qu'il y ait une perte de puissance dans un espace qui est, on va appeler ça mondialisé, même si ça demanderait là aussi à être pas mal discuté, mais où on voit que le pouvoir réel se disperse sur des multinationales, sur des systèmes bancaires, mais que l'État finalement a de plus en plus de mal à légitimer son existence, à la justifier et à faire adhérer les populations, c'est pas propre à la France mais c'est très frappant en France, peine à expliquer pourquoi il faut se soumettre à cet ordre de pouvoir au regard de son inefficacité. Il y a là un argument qui est un argument très fort, qui est de dire nous sommes le dernier rempart, nous, État, société organisée, système judiciaire, nous sommes le dernier rempart avant quelque chose qui a à voir avec la fin de l'Occident, avec la fin de l'Apocalypse. Et finalement, l'espèce d'émergence comme ça de mouvements qui ne sont pas des mouvements présentés comme des insurrections politiques, mais toujours comme, et on le voit là encore avec l'actualité, dans les mouvements autour de la Nuit debout, il est question de casseurs, donc pas d'acteurs politiques, mais d'une espèce d'anarchie destructrice et non créatrice, mais de pure anarchie, qui, s'il n'y a pas l'État en face pour bloquer ça, va faire tomber la société sans rien proposer derrière. Et finalement, cette espèce de fantasme de guerre civile, c'est le fantasme du retour à l'État sauvage. Je crois que c'est ça qui se travaille là-dessus, et que cette notion de guerre civile, elle sert à ça, c'est de dire... Et c'est finalement, d'une certaine manière, c'est là où c'est intéressant, c'est que, d'une certaine manière, on pourrait presque dire que c'est très honnête. C'est très honnête parce qu'on peut se poser la question de savoir si les gouvernements aujourd'hui n'ont pas perdu une grande part de leur capacité à écrire le réel, à fabriquer de l'histoire, pour ne plus être que des gestionnaires du contrôle de population. C'est en tout cas une question qu'on peut ouvrir. Et dans ce cas-là, effectivement, si on est objectivement dans une situation où la seule fonction de l'État et le contrôle de population, alors que l'écriture de l'histoire se fait par tout un tas d'autres acteurs, effectivement, la seule chose qui reste à l'État, c'est d'empêcher cet état de retour des conflictualités qui ne se résolvent pas, des conflictualités multiples qui ne se résolvent pas par du politique, par une espèce de mise en commun de ces conflits et la recherche collective de solutions politiques, mais bien par un simple nombre de fonctions policières, militaires, de contrôle des populations, de mise en place d'ordre, et donc de rempart face à cette anarchie rampante. Je crois qu'il y a là un truc... Enfin, voilà, il me semble que sur un des usages, et c'est là où j'insiste, c'est pas un usage de pur... c'est pas du blabla. Je crois qu'il y a quelque chose de plus profond qui se joue là-dessous. Et dans les imaginaires politiques, mais aussi dans les imaginaires de la population, de ce que nous vivons collectivement, il y a là un truc qui touche, et qui fait aussi que les mouvements qui se proposent comme des mouvements de transformation politique sont confrontés à cette espèce de terreur qui est de dire, mais si vous nous bougez là, le peu qui tient encore, dans quoi on se retrouve? Est-ce qu'on se retrouve... Il y a un moment qui est important dans le livre, je trouve,
il me semble que c'est lié à Aristote, mais tu vas peut-être me contester, pardon, ou me rattraper, où Aristote pose la guerre civile comme un moment de transformation, comme quelque chose qui transforme la société et qui est en fait un passage qui va non pas détruire la société, qui va non pas détruire ce qui serait l'Empire pour les Romains, mais va au contraire transformer, parce qu'il y a quelque chose qui ne peut plus être résolu par du politique, on va dire du politique de discussion, de négociation, de compromis, même si ce n'est pas les termes qui seraient chez les Grecs, mais en tout cas par du politique d'assemblée, mais qui va du coup être résolu par un conflit, par quelque chose relevant de la guerre, pour produire un nouvel état de la société, qui va permettre aux différents corps de la société, aux différents groupes, disons, de revivre à nouveau en état... Alors que dans la guerre civile, il y a... Et c'est une des questions que pose la guerre civile, en fait, et si on opposait guerre civile à guerre, finalement, que pose la guerre? La guerre, c'est un conflit entre un certain nombre de groupes. Il y a un des groupes qui gagne la guerre, et il y a donc un groupe vainqueur, un groupe vaincu, qui vont vivre après la guerre dans ce nouveau rapport de force qui s'est institué. Le problème que pose la guerre civile, c'est que comme il n'y a que du nous, de là l'importance d'aller créer du eux et d'aller créer de l'extériorité, dans la guerre civile, une fois que la guerre qu'est-ce qui se passe une fois que la guerre est finie dans la guerre civile? Les gens contre qui on a combattu sont à nouveau nos voisins, ce qui est un problème insurmontable. Donc soit il y a eu une transformation comme chez Aristote, ça a créé un nouvel état de société, et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, il y a des nouveaux conflits, donc il y a des eux et c'est pas très grave, mais si on produit quelque chose qui a à voir avec la même société, si on a juste éteint le conflit, comment on fait pour vivre avec ces gens qui sont du nous et avec qui on a été en conflit et qui sont toujours... alors, à part les exterminer, ce qui est un des enjeux, enfin, ce qui est une des pratiques concrètes des guerres civiles. Oui, et... là, du coup, j'étais très confus. Oui, non, mais la question du nous, elle est très, très importante, parce que dans cette volonté d'extérioriser un ennemi, de le discriminer, de le criminaliser, il y avait ça aussi dans le texte de Thucydide, hein, c'est des criminels, ceux qui sont vus comme des criminels. Il y a une manière de ne plus, justement, reconnaître ce nous d'une entité politique. Et ça, c'est ce que Platon disait avec une facilité déconcertante. La stasis, c'est aussi une manière de se manger soi-même. C'est-à-dire que c'est l'âme qui se détruit elle-même, qui se mange elle-même, qui s'avale elle-même. Donc je pense que là, si on pouvait renverser un peu les perspectives, alors justement avec toutes ces questions d'intégration, de communautarisme, etc., si on pouvait renverser les perspectives en disant, voilà, il y a une entité une, et on ne se reconnaît plus nous-mêmes, je trouve que là, on aurait déjà fait un pas de géant théorique, mais un pas de géant. Parce qu'il y a une question de... alors ça a été récupéré par aussi toute une question d'identité. Pas identitaire, mais qu'est-ce que c'est qu'une identité, ou ce que tu disais sur l'État, que moi je vois aussi comme un aveu de faiblesse, justement, parce que y a un manque d'imagination patent dans les références, dans les répertoires d'action, dans les volontés législatives. C'est très présent, c'est très prenant, mais c'est d'une pauvreté insigne. Et ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'assèchement, en fait. On est asséché au point de ne plus avoir l'imagination de ce qui pourrait se faire, et en même temps même de se reconnaître soi-même. Et je pense que ça, c'est au-delà des images sanglantes de la guerre interne qui vont être brandies ici ou là, ça c'est beaucoup plus inquiétant. Et pour rebondir sur ce que tu disais, pourquoi est-ce que le thème de la guerre civile revient aussi? C'est certainement parce qu'il est à nouveau possible de dire du « eux » au milieu du « nous ». Très clairement. Si la guerre civile se consacre sur les banlieues, et donc c'est pas sur les banlieues, mais sur les Maghrébins et les Noirs, parce que certes ils sont en banlieue, mais c'est quand même ça qui est l'enjeu, c'est bien parce que eux sont possibles. En fait, il y a cette espèce de truc, c'est soit ce « eux » devient « nous » est absorbé pacifiquement par ce processus d'intégration fantasmée qui viendrait faire disparaître, qui ne laisserait finalement que le couscous et quelques prénoms, mais rien d'autre de ces identités. Soit il reste un « eux », et donc là, il y a quelque chose qui a à voir avec de la guerre civile potentielle. Oui, qui rejoint, enfin
très d'accord, mais j'ai aussi le sentiment, parce que si effectivement tu n'as pas le prétexte ethnique ou religieux, ça en viendrait à admettre que la guerre civile peut être une question en fait de guerre des classes. Et donc revenir en fait à un stade à la fois très ancien, enfin effectivement de la cité grecque, où il y a des différences entre ce qui à l'époque était de l'ordre de l'oligarchie ou de l'ordre de la démocratie, ce qui aujourd'hui serait plus d'un, effectivement, quand on reprend des thématiques de l'ordre des 99% et des 1%, c'est inacceptable. Enfin, les 1% ne peut pas dire qu'ils sont en situation de guerre civile. Sinon, ils sont totalement illégitimes par essence. Alors qu'effectivement, si la rébellion, l'émeute, l'insurrection, la révolte, tout ça peut être assigné finalement à des éléments extérieurs, soit par l'ethnie, soit par la religion, le problème se simplifie. On est bien nous, c'est eux. Et c'est pour ça qu'il y a un fantasme, il y a un double fantasme, on pourrait dire, dans l'histoire de la guerre civile aujourd'hui. C'est qu'il y a un fantasme qui serait celui de l'autodévoration. Si nous, société occidentale, République française, etc., nous ne sommes pas assez forts pour maintenir ce que nous sommes, nous allons nous bouffer les uns les autres et donc nous détruire, fantasme de destruction du monde occidental, ou un fantasme qui a à voir avec un fantasme d'épuration, c'est-à-dire on va chasser un certain nombre de eux qui ne peuvent pas devenir ce nous, qui pourront jamais, et donc dont il faut se débarrasser. Et donc on voit qu'il y a là deux fantasmes de guerre civile qui en fait ne sont pas les mêmes. C'est là où je crois que ces deux fantasmes ont beau être placés au même endroit, en fait ils ne racontent pas du tout la même chose. Alors hélas l'heure tourne par rapport à ce qui était prévu, donc ce que je vous propose c'est que peut-être on lise un dernier extrait de Fabrication de la guerre civile, et puis qu'ensuite on poursuive la soirée autour de quelques verres, ce qui n'empêche pas de discuter de guerre civile ou d'autres choses. Avec un taux de réponse au dossier inférieur à 23%, c'est pas la guerre qui se diversifie, mais un processus de non-participation. On dit pas oui, on dit pas non. Ailleurs, quelqu'un d'autre, plus loin, pas maintenant, il faudra que j'en parle avec mon mari. Ça dépend des enfants. Je sais pas si ce sera possible à cause de mon travail, mais est-ce que vous avez le droit? Que dit la loi? Quel est l'avis des autres? Où en est la consultation? Qui a décidé que? Mais pourquoi est-ce que c'est eux? Ah non, si c'est lui, je veux pas. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Et il n'y a rien d'irrationnel là-dedans, ni de réactionnaire. Ralentir est le seul pouvoir. Faire sauter l'aiguille du sillon et interrompre la symphonie des institutions. C'est pas encore la guerre, mais un conflit de basse intensité administrative. Association, pluriel, pétition, pluriel, car. Sont-ils juristes, urbanistes, communicants? Ont-ils les armes pour lutter d'égal à égal, chers amis de la raison administrative française? Non? Eh bien, ils déplacent le conflit. Et c'est pas con. Quand on n'a pas la puissance de l'ours, il faut être rusé comme un lièvre. Certains n'ouvraient plus du tout. D'autres grognonnaient et affirmaient que, s'agissant de leur famille, ils se débrouilleraient tout seuls. Ou bien ils écoutaient et n'en pensaient pas moins. Des petites puissances locales, isolées, toutes seules. 250 ans de démocratie représentative, ça laisse des traces. Ils resteraient incapables de s'unir. Et lorsque la porte se refermait au nez de l'agent relogement, ils refluaient comme ça, dans leur triste lumière, sans levier pour agir, sans prise sur les événements, amers, victoire à la Pyrrhus, quelques minutes à ouvrir gants sa gueule, ou bouder. Angela enfile le préau, côté bâtiment G, cité des Pigeonniers, fin d'après-midi. Angela porte des bottes fourrées spéciales terre humide, un vaste bonnet de coton blanc qui fait écharpe, son plus gracieux manteau noir à revers écarlate. Malgré ses bottes, elle sent ses doigts de pied alourdis par le mauvais froid. Super, pense Angela. En prime, je vais choquer la crève.
Angela pense à son rendez-vous au conseil départemental le lendemain, une réunion informelle sur l'aménagement du territoire et l'intercommunalité. Elle appelle le secrétariat du bailleur, elle tombe sur le répondeur, et heureusement, songe Angela, car avec les aboiements, elle n'entendrait rien. Putain, mais ce qu'ils sont pénibles avec leur clébard. Angela remonte l'allée de béton désactivé et débouche dans le square. Angela serre son téléphone très fort dans la paume de sa main. Plus tard, elle redémarque. Le chien est à l'extérieur du square qui regroupe le sable et les jeux. À défaut d'être attaché, au moins ils l'ont pas mis avec les enfants, songe Angela. Il y a 2 fillettes sur le toboggan tout en haut, hors de portée, elles crient. Angela pense qu'elles ont peur. Mais d'une drôle de façon. Une peur joyeuse et colorée, coupée d'encouragement. Ensuite, elle voit le chien, une drôle de bête, moitié corneau, moitié demeuré, qui a dû avoir une maladie affreuse quand il était petit, devinant Angela, séquelles irréversibles, ou alors fouetté à coups de ceinturon. Et puis un mouflet se met à l'étaler, 10 mètres à 10 mètres d'elle. Lui a peur, assurément. Le molosse assez basque, et Angela s'écrie « Oh, bonne mère !» Aux fenêtres, personne, malgré le chambard à réveiller les morts. Le molosse est un de ces chiens débridés génétiquement pour accompagner les militaires sur le terrain, genre « Go, un Irakien !» et qui maintenant s'offre aux anniversaires et se baptise Patoche ou Croquette. Il saute après le gamin, bondit presque à hauteur de sa tête avec des claquements de mâchoire. Le gosse bat les bras et des jambes en l'air. Dans 15 jours, c'est Noël. Angela a tort. Quelqu'un a ouvert sa fenêtre, bâtiment C, 2e étage, a observé la scène un moment, quelqu'un qui pense qu'aujourd'hui en France, la première mesure sociale, c'est le rétablissement de la peine de mort. Quelqu'un a fini par lancer « Vous n'allez pas arrêter votre bordel, oui ?» Puis, quelqu'un a refermé la fenêtre et monté le volume de 2 crans sur la télé. Le gamin tente d'escalader le grillage. Angela s'avance. Elle est loin de la scène et elle n'ira pas scolter avec un kleps à coups d'ongles vernis couleur violette de printemps. Le chien ne se jette pas sur le gosse, il s'arrête, il ouvre la gueule. Le gosse a plus de visage. La bouche est démantibulée, les yeux ont fondu, la chair est traversée de tics et de vagissements. Angela cherche du secours, aperçoit le groupe. Ils sont 4. Un peu plus grands que le gamin. L'un d'eux a une laisse au poing, ils se marrent et ne l'ont même pas remarqué. Les fillettes sur le toboggan crient après le chien. « Mort, mort, aïe, il a mordu, il a mordu !» Angela s'avance vers le groupe. Un des garçons se tourne vers elle. Le chiot. Scrute Angela. Pas parce qu'elle bosse pour le bailleur. Pas vraiment en tiltant sur son style qui intrigue tant les garçons des pigeonniers qui ont fini par repérer ses va-et-vient, mais juste sur la classe d'âge. Le monde est organisé en 4 cercles, dit la voix au chiot. Le premier cercle est composé de ceux qui sont plus jeunes que toi, des femmes, des filles et des handicapés, des foules de ceux qui font la queue à la caisse, de ceux qui retirent de l'argent à un distributeur. Le deuxième cercle est composé des mères, des professeurs et des éducateurs, des docteurs, certains grands frères en font partie. Le troisième cercle est composé des schmitts, des juges. Tous tes ennemis sont là. Dans le dernier cercle,
Nous sommes seuls, toi et moi. Tu apprendras à circuler et te servir à ta guise dans chacun des cercles. Le chien a renversé le môme en lui sautant dans le dos. Le môme lance un cri déchirant, pas du tout un appel à l'aide, un cri de mort. Les poches internes se sont vidées et l'odeur de l'urine et de la merde, les miasmes de terreur qui surplombent le garçon, excitent terriblement le chien, qui attend seulement l'ordre, car il est bien dressé, pour enfoncer ses crocs acérés dans la chair. Merci beaucoup Charles, merci beaucoup Merci Manuel. à vous tous. Et donc n'hésitez pas, vous avez là sur la table 5 livres formidables, assez différents les uns des autres. Surtout effectivement il y a 3 romans et 2 essais philosophiques. Mais je crois que c'est des livres qui sont importants et passionnants, de bout en bout. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de la présence des auteurs et donc également de ce qu'il reste du buffet cocktail qu'on va vous regarnir éventuellement le cas échéant s'il a trop diminué. Voilà, merci. Merci à tous. Merci.